Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux et aussi nombreuses ce midi pour une nouvelle œuvre en scène que nous consacrons à un très grand chef-d'œuvre des collections du département des Antiquités égyptiennes, la stèle de Néfertiabet. Un chef-d'œuvre, comme vous le verrez, qui est une œuvre destinée, si je puis dire, à l'œuvre en scène, qui vous permettra vraiment de la comprendre sous toutes les coutures et d'en déceler des détails et des aspects qui ne se révèlent peut-être pas aussi directement à l'œil nu. Mais si nous avons souhaité aussi vous proposer cette œuvre en scène aujourd'hui, c'est que dans quelques jours ouvre au public l'exposition Louvre Couture dans les salles du département des objets d'art, qui sera l'occasion de regarder les relations qu'entretiennent les collections du Louvre au monde de la mode. Et dans la stèle de Néfertiabet, la mode, comme vous le verrez, est bien présente. Pour en comprendre tous les détails et toutes les spécificités, nous sommes très heureux d'accueillir Marc Etienne, qui est conservateur en chef au département des Antiquités égyptiennes, également professeur d'archéologie égyptienne à l'école du Louvre et grand spécialiste de la magie et du culte d'Osiris. Et c'est lui qui guidera aujourd'hui, pas à pas, votre regard à la découverte de la stèle de Néfertiabet. J'en profite pour vous inviter à revenir dans cet auditorium pour d'autres grands événements égyptiens. Le premier étant une nouvelle œuvre en scène, le 19 mars prochain, qui nous amènera du côté d'Antinoé à la découverte de la sépulture de Thaïs, qui sera pour la première fois en très grande partie rassemblée sur cette scène autour de la célèbre tunique de Thaïs, là encore en écho à Louvre Couture. Je vous invite également le 27 mars prochain à venir pour une conférence des Midis de l'archéologie dédiée au tombeau de Koubet El Awad Nord, près d'Assouan, qui là aussi connaissent une très riche actualité. Avant de laisser la parole à Marc, je voudrais remercier toute l'équipe qui fait cette œuvre en scène, qui a fait cette œuvre en scène et qui va vous la proposer dans l'heure qui vient. Et d'abord Émilie à la production, ainsi qu'Amaëlys et Valentine, Gérard à la régie, Johan et Evan à la réalisation, Mustapha et Sofiane au cadre, Alex, Nicolas au son, Didier et Samuel à la lumière. Je voudrais également remercier l'ensemble des équipes du département des Antiquités égyptiennes. Je salue la présence de Vincent Rondeau. Je voudrais remercier Leïla Benaouran plus particulièrement à la régie du département, ainsi que les installateurs qui nous ont permis de vous présenter cette œuvre aujourd'hui sur la scène, Sylvain Beck et Théo Derbal. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Mesdames et messieurs, c'est à une découverte, ou plutôt une redécouverte, d'un chef-d'œuvre du département des Antiquités égyptiennes du Louvre que vous convie aujourd'hui cette œuvre en scène. L'œuvre exceptionnelle qui est à côté de moi est iconique sous bien des aspects. Exceptionnelle par sa qualité artistique, exceptionnelle par sa rareté, exceptionnelle par la préservation de sa polychromie, mais iconique aussi par certains aspects que vous verrez tout à l'heure et qui sont déjà pour certains d'entre vous connus. Cette œuvre est constituée d'une dalle de calcaire très fin enduite de gypse. Elle a été ensuite sculptée et peinte. Elle mesure donc 52,5 cm de long sur 37 cm de haut pour une épaisseur de 8,3 cm. Elle n'est décorée que sur une face. Le revers que vous ne voyez pas ici comporte cependant des traces de mortier ainsi que sur le bord en certains endroits. Son état de préservation est, comme je vous l'ai dit, exceptionnel, même si elle a subi un certain nombre d'altérations.
Altération de surface de la pierre qui a causé des plages jaunes que vous pouvez voir en certains endroits, et également une décoloration partielle de certaines zones dues aux pigments qui ont pâli. La face qui est décorée est organisée selon une composition rigoureuse au sein d'un rectangle qui est délimité par le pourtour qui sert en quelque sorte de cadre. Des séparateurs horizontaux et verticaux permettent de créer des zones bien distinctes au sein desquelles ont été placés des éléments décoratifs qui sont pour la plupart des signes hiéroglyphiques. On peut ainsi distinguer 4 zones principales dans le champ décoré de cette stèle. La première, qui occupe toute la partie droite et sur toute la hauteur, est divisée en éléments donc horizontaux avec des signes de plus grande dimension, chacun de ces éléments étant lié à des cases qui se trouvent juste en dessous. Des séparateurs verticaux donc délimitent ces cases. La deuxième zone est constituée par un bloc comportant d'autres éléments, ordonnés eux aussi. Le séparateur donc horizontal permet de diviser cet espace en 2 lignes, avec donc un arrangement de signes sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. La troisième zone se trouve juste au-dessus du personnage représenté et comprend des signes hiéroglyphiques de dimension un peu plus importante que les autres éléments de la stèle. Elle est au contact de la quatrième zone qui se trouve donc juste en dessous, qui comprend la représentation du personnage ainsi qu'un élément mobilier autour duquel sont disposés un certain nombre d'éléments dans un ordre beaucoup plus lâche et plus désordonné en quelque sorte que ceux que vous avez vus dans la première et la deuxième zone. Les 2 dernières zones que vous venez de voir constituent donc la face principale du décor et vous voyez qu'il n'existe pas de séparateur entre la ligne de hiéroglyphe et la figure du personnage. Ce décor principal, vous pouvez le voir, est constitué donc d'une femme assise avec un vêtement particulier. Ce vêtement, à première vue, comporte un nœud sur l'épaule et cette femme est parée d'un certain nombre d'accessoires. Vous allez le voir à la caméra, on distingue les traces d'un collier autour de son cou. Vous allez voir donc le nœud au niveau de l'épaule et au niveau des poignets, on arrive à percevoir encore les traces des bracelets qui étaient autrefois peints. On trouve également au niveau des chevilles la présence donc de bracelets dont vous voyez ici la trace en un petit peu plus sombre. L'attitude de cette femme est aussi particulière. Son bras gauche est replié sur sa poitrine, alors que son bras droit est en extension vers le guéridon qui est placé devant elle, avec des éléments verticaux sur lesquels, là aussi, nous aurons l'occasion de revenir. On voit que la plupart donc, des éléments qui sont ici sont identifiables pour certains et d'autres qui sont un petit peu plus énigmatiques. On constate aussi dans la répartition et la composition de cette stèle que les zones qui comportent les séparateurs, qui sont plutôt donc au-dessus du guéridon et à droite, constituent quasiment la zone symétrique et inversée de la face principale du décor. La majeure partie des éléments décoratifs de ce monument a été réalisée selon la technique du bas-relief et plus précisément selon la technique du relief levé, qu'on appelle aussi relief en méplat. Il consiste donc à abaisser la surface de la pierre pour pouvoir dégager la silhouette de l'objet que le sculpteur veut réaliser. Cet objet ou ce personnage se trouve ainsi en très léger relief par rapport
au champ de la pierre. Ce relief, qu'on appelle aussi le méplat, vous pouvez le percevoir ici, il a quelques millimètres donc, de hauteur, et il est très légèrement convexe. Sur cette surface en relief, le sculpteur va pouvoir travailler les différents éléments à sa convenance et réaliser les détails. Vous pouvez le voir donc ici de façon tout à fait remarquable, en jouant donc sur les niveaux de la pierre. Vous voyez ici par exemple le détail des oreilles, des sourcils et de la paupière, ainsi que des narines et des lèvres, qui sont donc en volume par rapport à d'autres parties comme les joues. On a donc également la possibilité de sculpter les détails, comme vous le voyez ici, avec les stries de la perruque qui ont été réalisées. Un tel souci du détail et une telle virtuosité montrent la maîtrise absolue du sculpteur dans la réalisation de détails si fins et sur, encore une fois, une épaisseur aussi fine. Il y a une sûreté du geste ici qui dénote une maîtrise, en fin de compte, de la sculpture tout à fait exceptionnelle. Le stade préliminaire à cette phase de réalisation des détails est celui de la composition d'origine et la mise en place des différents éléments dans le champ du bloc de pierre. Pour ce faire, donc, le sculpteur va procéder à la délimitation des contours à l'aide d'une ligne rouge, d'une fine ligne rouge que vous pouvez voir ici. On peut la suivre donc quasiment tout autour de la silhouette du personnage. Vous la voyez ici sur les bras. On peut la suivre également donc dans le dos et au niveau des jambes. Et elle sert également donc à délimiter les contours des différents objets, comme par exemple le tabouret sur lequel cette femme est assise et qui comporte donc des pieds en forme de pattes de taureau. Cette ligne se retrouve aussi à d'autres endroits pour la mise en place d'éléments sculptés, éléments matériels ou signes hiéroglyphiques, comme par exemple ce signe avec le bras. Vous voyez parfaitement la ligne de contour. Et une fois cette ligne faite, le champ abaissé, le signe en question, comme d'autres éléments de la stèle, est apte à recevoir les couleurs. La palette de couleurs que vous trouvez sur cette stèle est la palette traditionnelle de couleurs employée par les artistes égyptiens, des pigments principalement obtenus à l'aide de minéraux, l'ocre jaune que vous voyez ici, l'ocre rouge que vous pouvez aussi percevoir sur les éléments continus qui sont tous les deux obtenus à partir d'ocre, donc d'oxyde de fer. Et il y a également les pigments obtenus à base de matière organique, le noir de carbone, ou encore donc des pigments obtenus à partir de carbonate de cuivre qui forment les pigments verts et qui sont les pigments les plus fragiles et qui ont pâli les premiers. Les éléments, donc, une fois mis en couleur, vont pouvoir donc permettre de terminer le décor. La figure en plus grande taille constitue l'élément principal de la scène qui est figurée ici. Cette représentation féminine donc, obéit à ce que l'on a coutume d'appeler les conventions du dessin égyptien. La couleur de la peau est ocre rouge, ce qui est la couleur traditionnelle et conventionnelle des carnations féminines dans l'art égyptien. Vous voyez également donc, un certain nombre de choses avec lesquelles vous êtes familiers. La représentation du visage de profil avec l'œil de face, tout comme l'oreille, les épaules de face et les jambes de profil. Si on regarde un petit peu plus attentivement en fait, la silhouette, on s'aperçoit que dans les deux cas,
La princesse, donc, qui tend ses mains vers ce guéridon d'offrande, possède des mains qui ont 2 pouces apparents. On a ici, en fin de compte, 2 mains gauches. De même pour les pieds, disposés l'un à côté de l'autre. Le pied qui est placé à l'extérieur fait apparaître la voûte plantaire, ce qui, normalement, est, entre guillemets, anti-anatomique. On a ici, pour le personnage, une combinaison d'éléments qui nous paraissent donc incongrus à notre regard occidental, mais qui, en fait, dans la logique égyptienne, correspond parfaitement à ce que les choses doivent être. Les objets se moquent en quelque sorte dans leur représentation de la façon dont un spectateur les regarde. Ils sont représentés tels qu'ils doivent être, donc un œil de face avec tous les éléments servant à voir, une main avec tous les éléments servant à agir à l'appréhension, et un pied avec toutes ses composantes servant à la viabilité de la marche. La figure est ainsi effective et on va le voir, cet élément donc, est particulièrement important. Si l'on regarde maintenant d'autres éléments de cette composition, on s'aperçoit qu'à côté des éléments sculptés et peints, il y a d'autres endroits où on ne trouve simplement que des ajouts faits à l'aide de la peinture. C'est particulièrement net dans plusieurs cas. Vous voyez ici, dans la partie droite, un certain nombre des séparateurs donc, de la ligne qui se trouve juste au-dessus de la représentation de la flèche ne sont indiqués qu'avec de la peinture. On voit des traces donc, de peinture jaune, avec toujours cette ligne de contour rouge. À d'autres endroits, on retrouve également l'utilisation de la peinture comme complément unique d'un signe qui lui a été sculpté et peint. C'est le cas donc pour le filet d'eau qui s'échappe de cette aiguière qui a été représenté simplement avec un élément tracé en noir. Donc des éléments sculptés et peints, d'autres qui ont simplement été peints. Et si l'on regarde maintenant donc l'ensemble de la composition, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de différences, non seulement de taille, mais aussi d'orientation des éléments. En particulier, si on revient vers la zone qui est à droite, les figures représentant des êtres vivants, donc comme les faucons qui sont ici, ou le poussin que vous avez juste à gauche, regardent donc vers la gauche. À d'autres endroits, on a donc une différence d'orientation qui est l'orientation inverse, notamment donc au-dessus de la tête du personnage. Vous voyez que le canard, qui est représenté ici, regarde, lui, vers la droite et la direction de son regard est identique à celle du regard du personnage féminin. Ces différences d'orientation sont en fait l'indication du sens de lecture des inscriptions hiéroglyphiques. Ici, il faut aller à la rencontre de ces personnages animés, c'est-à-dire que le sens de lecture est l'inverse de la direction de leur regard, et l'ensemble donc se lie ici en commençant donc de la droite vers la gauche. On peut ainsi lire le texte hiéroglyphique qui donne le nom et les titres du personnage. Le titre en premier, la fille du roi, puis son nom, Néferet Yabet. Ce nom, qui n'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser, est généralement traduit par la belle de l'Orient, mais que désigne cette belle? Une déesse, un astre, une étoile, peut-être Sirius, qui se lève à l'Orient en même temps que le Soleil quand la crue du Nil arrive. Cela reste encore une question qui est débattue. Normalement, dans la langue égyptienne, après les groupes hiéroglyphiques et les signes qui servent à écrire un nom, se trouve un signe qui est ajouté,
pour indiquer s'il s'agit d'un nom masculin ou d'un nom féminin. Il s'agit en général d'un signe représentant un homme assis ou une femme assise. Ici, c'est la représentation en très grande taille de personnages qui jouent ce rôle. C'est ce qu'on appelle un déterminatif, et vous voyez que la fonction de cette figure est double. C'est une princesse hiéroglyphe, on pourrait dire, qui sert donc de complément à l'écriture hiéroglyphique de son nom, et c'est aussi une image qui participe à une action qui est déterminée par la scène principale. On a donc ici la fille d'un roi. Quel est ce roi et quand est-ce qu'elle a vécu? La qualification donc de fille de roi s'accorde avec la qualité du travail, mais maintenant il faut s'appesantir sur un petit signe qui se trouve donc sous le guéridon d'offrande, la bouteille noire et rouge que vous avez ici, qui représente un pot de bière. Cette bière, c'est indirectement grâce à elle que cet objet a été découvert et est rentré dans les collections nationales. En effet, le magnat de la bière Montaigu-Ballard, qui est aussi membre du Parlement anglais, use de son influence à un moment où l'administration égyptienne est sous contrôle britannique pour obtenir une concession. Le directeur des antiquités de l'époque, Gaston Maspero, qui, bien qu'étant français, est un employé de l'administration égyptienne, se voit contraint d'accorder cette autorisation aux grandes dames d'autres égyptologues, et cela provoque un débat extrêmement vif, dont vous voyez un certain nombre d'arguments qui sont ici. Cela permet de savoir que Ballard, et ainsi qu'un autre personnage en général, ont eu cette concession près de la Grande Pyramide de Gizeh. Et l'opinion de Gaston Maspero est partagée parce qu'il pense que autoriser des amateurs à fouiller, mais sous encadrement de membres du service des antiquités, sera le meilleur moyen d'enrichir les collections du musée du Caire et surtout d'éviter les fouilles clandestines et les pillages. Malgré tout, il se heurte à une opposition assez virulente d'autres égyptologues, et la campagne donc, de Montaigu-Ballard entre 1902 et 1903 peut avoir lieu puisque aucune décision n'aura été prise. Elle interviendra 2 ans plus tard. Donc une indication sur ces fouilles dans la zone de Gizeh. La stèle elle-même, on en connaît peu de choses parce que Montaigu-Ballard va connaître des revers de fortune dans son réseau de brasserie et va mettre en vente sa collection dès 1906 en demandant à ce qu'elle soit dispersée à Paris. Entre-temps, donc, la stèle est sans doute passée donc, entre les mains d'un autre collectionneur qui va vendre sa collection en 1914, qui est Arthur Sambon. Le catalogue donc, de la vente que vous avez ici mentionne 3 objets. La stèle n'y figure pas, mais vous voyez que une mention particulièrement intéressante qui dit que les 3 objets qui sont reproduits dans le catalogue proviennent du tombeau de Nofri Tabit, donc c'est le nom qu'on donnait dans la translittération à l'époque, la Belle de l'Orient, qui est qualifiée donc de fille de Khéops, et on a dit qu'ils font partie des fouilles Ballard. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on demande de voir la reproduction, et quand on regarde donc les planches, 2 des objets sont reproduits, mais pas le 3e que vous avez ici, qui est une statuette de femme qui fait 37 cm de haut, qui est maintenant dans les collections du musée de Munich, mais qui, pendant très longtemps, à cause de la référence qui est indiquée dans le catalogue de vente, va être considérée comme une représentation de la princesse Néfertiabet que vous avez sur cette stèle. Cette statue ne comporte pas d'inscription et avec le temps, cette hypothèse a été peu à peu abandonnée.
Vous voyez que cette stèle ne figure pas donc dans le catalogue de la vente Sambon, ni dans les catalogues des collectionneurs associés, et elle est réputée avoir été achetée par un autre très grand collectionneur qui est Atherton Curtis. Atherton Curtis est un collectionneur américain qui s'est installé en France en 1910 et on pense qu'il a acheté cette stèle de gré à gré à Sambon qui s'en sert en quelque sorte comme faire-valoir des autres pièces qu'il a vendues, comme vous l'avez vu. Et vous avez ici une photo donc, de cette stèle qui vous montre en effet que la polychromie était un petit peu plus présente et abondante à cette époque. Ce très grand collectionneur va avoir un geste d'une générosité incroyable envers les musées nationaux que l'on trouve donc dans les procès-verbaux d'acquisition de cette stèle. Dans la séance donc, du 6 novembre 1938, qui a lieu en présence d'Atherton Curtis, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel, il est fait mention d'un don à effet immédiat de 3 objets qui sont 3 chefs-d'œuvre absolus du département. Un groupe de l'Ancien Empire, Raerka Mercéan, la stèle de Néfertitabiat que vous avez sous les yeux, et un autre groupe, connu aussi sous le nom de groupe Curtis, représentant donc Akhenaton et Néfertiti. Ce qui est plus inhabituel, et là où l'histoire des collections rejoint l'histoire, c'est que le procès-verbal mentionne, au moment où Atherton Curtis prend la parole, la raison de ce don. Il remercie donc les musées nationaux d'avoir pris en charge sa collection lors des événements de septembre. On est en 1938, l'Allemagne a envahi l'Autriche, elle a envahi aussi la partie sud de la Tchéquie avec la question des Sudètes. L'armée française est en alerte, les accords de Munich viennent d'être ratifiés et déjà, les musées se préparent à une évacuation en prenant soin également des grandes collections, des collectionneurs auxquels ils sont associés. La guerre éclate en 1939. Les 95 caisses de la collection Curtis partent avec les caisses des musées nationaux au château de Courtalon. En 1943, Atherton Curtis décède et lègue sa collection à plusieurs institutions, départements du Louvre et autres institutions culturelles. La donation à effet immédiat a été transformée en legs et c'est pour ça que vous voyez que ces 3 objets ont 2 numéros d'inventaire. L'un correspondant donc à l'acceptation de la donation en 1938, l'autre à celle de l'acceptation du leg au début des années 50. Tout cela donc précise l'histoire de l'objet, mais il laisse encore quelques zones d'ombre. D'où vient cette stèle? On a vu que c'était près du plateau de Giza et nous allons voir un petit peu plus près ce que l'on peut en dire. Vous avez une vue de la région du Caire et de la zone où se trouvent donc les pyramides des 3e, 4e, 5e et 6e dynasties, donc, notamment Abou Gourab, Saqqara-Nord, Dachour et bien évidemment Giza, avec le site d'Élouan qui se trouve donc sur la partie opposée du Nil. Et on a vu donc l'élément, la concession donc, qui avait été accordée à Balard se situait donc autour de la grande pyramide de Khéops. Plus précisément, dans un endroit que vous allez voir immédiatement, qui est l'ensemble de sépultures qui se trouvent donc du côté ouest de la grande pyramide, avec donc des tombes qui sont organisées au cordeau et qui sont constituées de grands massifs de maçonnerie d'une vingtaine de mètres de long sur une dizaine de mètres de haut, que l'on appelle donc des mastabas, qui imitent donc des banquettes égyptiennes, d'où leur nom, et qui comprennent donc un puits funéraire à l'intérieur duquel se trouve donc le corps du propriétaire. Ce cimetière a la disposition régulière dans certains de ces endroits, mais comme vous le voyez plus au nord, de façon un petit peu plus désordonnée.
de façon apparente, va faire l'objet en effet de prospection et d'activités d'archéologues qui ont été à l'origine de la protestation adressée à Maspero. Notamment donc Reisner, américain, qui va prospecter un certain nombre de cimetières, d'abord financés par Phoebe Hearst, et ensuite, donc, une fois que celle-ci ne pourra plus prendre financièrement en charge ses fouilles, pour le compte donc, du musée de Boston, et la publication étant assurée par l'université d'Harvard. C'est le début d'une très longue activité de ces deux institutions sur le site qui continue aujourd'hui. Deux autres archéologues, Steindorf et Juncker, travaillent donc pour des fouilles germano-autrichiennes dans les autres secteurs que vous voyez ici. Mais c'est surtout donc à l'activité de George Reisner que l'on va s'intéresser. À partir de 1905, il va prospecter donc un ensemble de mastabas qui constitue un groupe ordonné mais un peu détaché du reste. Et lors de ces fouilles, il va avoir donc le bonheur de découvrir un mastaba, celui du fils royal Upen-Nefret, qui comprend donc encore une de ces stèles d'Al, tout à fait analogue à celle que vous avez ici, mais qui est en place. Vous voyez que cette stèle est scellée dans la maçonnerie et qu'elle est protégée donc par un autre bloc, lui-même placé derrière un bloc plus épais en calcaire. Ces multiples protections ont assuré la conservation optimale du monument et notamment de ses couleurs. Cette stèle est maintenant conservée à Berkeley. Elle a été faisait partie du partage de fouilles. Et vous voyez que au niveau du module, de la composition, de l'attitude du personnage, elle offre des similitudes assez importantes avec la stèle de Néfertiabet que vous avez sous les yeux, mais aussi quelques différences. Donc, si la stèle de Néfertiabet était la première connue de cette série, celle d'Upen-Nefret a permis de savoir comment ces stèles étaient liées à l'architecture dont elles faisaient partie et comment donc expliquer aussi la préservation exceptionnelle de leur polychromie. Mais tout ça ne dit pas d'où vient la stèle de Néfertiabet. La suite donc des opérations de Reisner, qui avait peut-être eu aussi des informations sur les endroits prospectés par Ballard, ont permis donc de trouver la tranchée, comme vous pouvez le voir, qui avait été exécutée par ce fouilleur, tranchée ou plutôt saignée, qui a en fin de compte fait sauter une partie du massif de maçonnerie et où Ballard donc a arraché le scellement qui abritait la stèle. Il se trouve que les dimensions et le mortier de la niche, de l'encastrement donc où se trouvait celle-ci, correspondent parfaitement à ce que vous avez ici, mortier identique et dimensions identiques. Cette stèle de Néfertiabet provient donc de cette tombe rectangulaire qui fait à peu près 22 mètres de long sur 13 de haut, qui comporte un puits, et vous le voyez, un certain nombre d'éléments annexes qui sont venus se coller donc à l'ensemble. L'une des particularités de ce secteur, c'est d'avoir livré donc d'autres stèles de ce type. Quasiment tous les grands tombes qui occupent cette zone ont livré des stèles de calcaire de même dimension et de même module, présentant, encore une fois, l'iconographie que vous avez vue du personnage assis devant un guéridon d'offrande. Cependant, une étude extensive qui a été conduite par Peter de Magnolian, qui a étudié toutes les stèles qui proviennent du site de Giza, ont montré qu'il y avait quand même quelques petites différences subtiles.
dans l'arrangement donc de ces zones et que on va pouvoir voir sur le schéma qui va apparaître sous vos yeux. Il y a une petite exception. C'est une autre stèle qui a été trouvée dans un secteur qui n'est pas trop éloigné, mais cette fois-ci par la mission germano-autrichienne, des fouilles financières par le milliardaire Pelitzéus, et vous avez donc la stèle du fils du roi Younou qui a été accordée en partage de fouilles et qui se trouve maintenant à Hildesheim. Cette stèle, ainsi que la stèle de Nefertiabet, sont les deux seules stèles d'Al que vous pouvez voir en Europe, les autres étant conservées, enfin en tout cas dans un niveau de préservation exceptionnel, les autres étant conservées au musée anthropologique de Berkeley et bien évidemment aussi au musée du Caire. Ces éléments, donc, vous le voyez, présentent une iconographie similaire, mais la répartition donc, des zones n'est pas tout à fait la même. L'étude de Peter de Manuelian, d'où est extrait ce schéma, montre que la répartition obéit à des constantes. Donc, le plus souvent, la partie jaune étant située à droite. Les éléments donc, en bleu occupant donc, là aussi une extension et une place variable, et l'élément en vert qui constitue le nom et les titres du personnage, pouvant donc s'étendre là aussi sur toute la largeur du monument. Nous allons donc voir à quoi correspondent ces différentes parties qui ont cet agencement variable. La première partie à laquelle nous allons nous attacher est la zone qui se trouve à droite. Cet ensemble constitue en fait une liste d'étoffes dont on a retrouvé quelquefois des attestations archéologiques avec des identifications sûres et qui sont des étoffes de lin. Le nom de l'étoffe figure donc en haut. Et la première étoffe qui vient systématiquement en tête de toutes ces listes est l'étoffe qui est l'étoffe idémie, qui est d'une couleur variable mais plutôt claire ou blanche. Vous voyez qu'en dessous, on a un certain nombre d'indications qui sont des indications numériques écrites à l'aide de chiffres, notamment donc pour le chiffre 100, mais pour les éléments suivants, donc écrits à l'aide d'éléments qui sont placés horizontalement. Un élément revient de façon récurrente, c'est le signe qui sert à écrire dans la langue égyptienne le chiffre 1000 et qui revient donc comme indication donc, d'une quantité abondante de choses qui sont à faire. Que signifient ces chiffres et tous ces nombres ? C'est une quantité de choses livrées. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas avoir mis une somme globale ? La réalité est beaucoup plus complexe et constitue encore aujourd'hui un casse-tête pour les archéologues, parce que c'est un casse-tête arithmétique. Si on se réfère donc à un certain nombre de sources, il s'agit en fait de mesures d'étoffes, et là aussi encore avec des problèmes à la clé. Vous allez voir que cette mesure d'étoffe est attestée dans un certain nombre de documents, comme on va le voir. Sur des stèles plus anciennes, vous reconnaissez en haut à droite le signe du faucon, donc qui fait appel à qui note cette étoffe idémie. Mais en dessous, vous voyez donc des traits verticaux et des éléments arqués qui sont donc l'indication d'unité et de dizaines. On a constaté qu'au-delà du chiffre 50, on passait à une notation différente qui utilise encore une fois les éléments de traits, mais cette fois-ci qui sont placés horizontalement. On a ici donc, par ordre décroissant, à partir de 100, des éléments qui sont mesurés.
Cette mesure des étoffes, elle est représentée sur les parois de la chapelle du Mastaba d'Aretotep au Louvre, où on voit deux personnes qui mesurent une étoffe sur une sorte de toise, le résultat donc étant enregistré par le scribe qui est à gauche avant que les coffres donc, qui transportent ces étoffes ne soient amenés vers la tombe. On mesure quoi et qu'a-t-on ici comme indication? L'unité de mesure en Égypte, c'est la coudée. Pour vous donner une idée, une coudée, c'est 52,5 cm, précisément la largeur de la stèle de Néfertiabet. Si on prend la comparaison avec des métrages de tissu actuels, qu'est-ce que l'on mesure? Une longueur ou une surface? Ces surfaces sont-elles des coudées carrées ou des multiples, sachant que l'on a retrouvé des tissus égyptiens qui avaient de grandes dimensions, par exemple 18 mètres sur 22. Donc on sait que ces surfaces sont tout à fait possibles à obtenir. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ici, 3 types d'étoffes sont mentionnés, avec quelque chose qui peut retenir l'attention, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Vous voyez que le signe qui indique le chiffre 1000, sous la dernière étoffe mentionnée, donc le grand signe horizontal que vous avez ici, est répété 2 fois, et que la case donc, qui comprend les unités de mesure n'est pas accolée à cet ensemble. Est-ce qu'il y aurait eu une petite erreur ou une omission? Là aussi, nous aurons l'occasion de le revoir. Donc des étoffes pour cette partie, bien délimitées donc, par un séparateur. L'autre élément que l'on a, qui est à la partie supérieure et qui est connexe, est une liste de produits, donc qui se lie de la gauche vers la droite, et qui est une liste ordonnée, avec peut-être une notion d'importance. Vous voyez qu'on vient en premier donc l'encens, puis une huile de premier choix qui est une huile parfumée, du fard, vert et noir, et ensuite donc de la nourriture et des boissons. Il s'agit donc d'un ensemble qui a été isolé en tant que groupe cohérent par donc, ces délimiteurs et placé donc, au-dessus du guéridon d'offrande. Ce guéridon d'offrande, lui, présente un autre agencement. L'artiste a noté la différence de matériaux que l'on retrouve donc, par des exemples qui sont conservés dans les salles du Louvre. Vous voyez que la partie supérieure constitue un guéridon d'offrande donc circulaire en albâtre égyptien, donc de couleur blanche, alors que la partie inférieure est un support où peut se poser un plateau ou un vase, comme vous le voyez ici. Donc ces éléments qui sont représentés correspondent à des artefacts donc bien réels dans la réalité archéologique égyptienne. Tout autour, il y a des choses donc plus éparses qui correspondent là aussi à d'autres éléments que nous allons voir. Cette scène, c'est une scène avec laquelle vous êtes très familier parce qu'elle se rencontre à de très nombreuses reprises dans les salles du Louvre. Vous allez revoir la stèle de Néfertiabet placée au sein du parcours chronologique de nos salles, et quelques autres monuments, là aussi, que vous avez déjà eu l'occasion de voir, qui présentent un thème analogue. Vous allez avoir donc la stèle de Nitwa et de Nitneb, antérieure donc à la stèle de Néfertiabet, qui est datée de l'époque prédynastique, de la 2e dynastie, ou du début de la 3e. Vous reconnaissez donc une femme assise, avec un élément sur l'épaule, le guéridon d'offrande, les listes également d'offrande, et vous allez apercevoir, encore une fois, dans la partie droite, les 2 faucons liés à l'étoffe idémie. Elle va se rencontrer aussi au début de la 4e dynastie, sur un autre monument que vous allez voir dans quelques instants. Il s'agit donc de la tombe, là aussi, d'un fils de roi
qui est Nefermaat. Et les éléments que vous avez ici, constitués les décors de la paroi de cette tombe, les creux que vous voyez correspondent en fait à des incrustations qui étaient placées à l'intérieur. Vous reconnaissez un certain nombre de signes hiéroglyphiques qui correspondent aux offrandes, et vous allez voir donc dans quelques instants, à la partie droite, l'indication et des quantités. Vous reconnaissez le chiffre 1000. Et également donc la présence de ces étoffes, mais dans un nombre un petit peu plus nombreux. Vous reconnaissez le signe de la flèche et, encore une fois, en tête de liste, les signes des faucons. Cette utilisation et cette mise en place que l'on a ici va se retrouver également un petit peu plus tard dans cette période que l'on appelle l'Ancien Empire. On en a un bon exemple avec la pancarte que vous avez ici, pancarte de mairie, où vous retrouvez donc les apports des offrandes faits par les scribes, des membres de la famille, et l'utilisation donc de ce type de stèle, mais à un autre endroit de la tombe, où vous reconnaissez donc ici le défunt qui étend la main vers ce guéridon et avec les mêmes quantités et les mêmes types de produits que ceux que vous avez sur la stèle de Néfertiabet. Cette scène est donc une scène à caractère principalement funéraire qui est utilisée donc, pendant très longtemps dans l'iconographie égyptienne. Sa plus ancienne attestation, vers 3200, sur ce cylindre qui est conservé au Walter Art Museum de Baltimore, où vous reconnaissez donc la silhouette très schématique d'une femme assise qui tend la main vers des éléments qui sont placés sur un guéridon. Beaucoup plus tardif, vers 725, encore un monument, cette fois-ci du Louvre, la paroi du cercueil d'Irubastet ou Jain Nefu, donc un personnage aussi une qualité royale, assise sur un siège différent, mais qui tend également la main vers ces offrandes placées sur un guéridon. On a donc ici une scène donc, à la longévité iconographique extrêmement longue, mais dont la mise en place et la composition a subi un certain nombre d'évolutions. Ces évolutions donc, sont des stades antérieurs au développement donc, du culte funéraire et peuvent être représentées par les cimetières des 2e et 3e dynasties, notamment donc, sur les sites de Saqqara et d'Élouan, des mastabas donc, plus anciens, où vous voyez que l'organisation n'est pas aussi rigoureuse donc, que celle que vous avez ici, où les offrandes sont abondantes et où, avec le développement en fin de compte, des implantations des tombes plus ordonnées autour de la pyramide royale, il va y avoir aussi une évolution donc, du placement de ces stèles au sein du massif maçonné. Au-dessus de la porte où ils peuvent se trouver, elles vont peu à peu être masquées, comme dans le cas très particulier du cimetière où a été trouvée la stèle de Néfertiabet, pour ensuite prendre place dans un dispositif de culte funéraire dans la chapelle, comme vous avez pu le voir avec l'exemple du Louvre, de la chapelle de Mairie. On a donc ici une évolution qui est faite, qui correspond à des rituels funéraires, et on va aborder maintenant la façon dont on doit considérer ces listes et les éléments qui sont placés sur cette stèle. Très souvent, on va lire que la princesse, soucieuse de son apparence, emporte avec elle ses produits de beauté et un certain nombre d'éléments nécessaires à leur confection. En fait, on a vu que ces éléments étaient liés à un contexte funéraire et plus particulièrement, là aussi, à des rituels funéraires dont ces listes se font l'écho.
Si on s'attache simplement à la première liste, nous avons vu donc que ces objets étaient rangés par ordre d'importance, et les récentes célébrations de consécration de l'autel de Notre-Dame vous montrent justement une certaine constance dans l'utilisation, en fin de compte, de deux d'entre eux. Le premier est l'encens, qui va permettre de purifier et de sacraliser un espace. Le deuxième est une huile de premier choix, une huile parfumée, qui, en rentrant en contact avec un objet du monde profane, va le faire changer en quelque sorte d'univers et le rendre apte à recevoir un élément sacré. Quant aux phares qui sont ici, s'ils maquillent quelque chose, c'est un corps, et un corps qui est en voie de résurrection. On a un certain nombre d'hymnes à ces phares qui nous sont connus par les textes des pyramides, donc, qui sont des recueils composés à la deuxième dynastie, mais que l'on trouve principalement dans les pyramides postérieures aux trois grandes pyramides que vous connaissez. Et l'une de ces formules donc, joue sur l'assonance entre des mots égyptiens et le nom de ces phares. On voit ainsi que les yeux ont été attachés, ces dèmes au visage, et que ensuite, c'est l'autre phare, le phare vert, par jeu d'assonance, garantit l'intégrité du personnage. Donc ici, il s'agit de restituer et d'assujettir des éléments épars à un individu, qui est un individu qui évolue dans un autre monde, celui des morts, et où il doit se faire reconnaître comme un être quasi divin. On retrouve exactement le même souci dans des étoffes, et on a donc, notamment pour le cas de l'étoffe idémie, aussi des allusions dans les textes des pyramides, mais une formule plus explicite dans les textes des sarcophages, qui sont les textes que l'on trouve dans les grandes cuves rectangulaires du Moyen Empire. Voici donc la première partie de cette formule, où on voit très bien que l'étoffe idémie joue sur un jeu de mots avec le mot démi, être en contact avec, et cette étoffe est donc fondamentale parce que c'est elle qui est au contact direct des chairs. Elle constitue en fait une nouvelle enveloppe, une nouvelle peau, un nouveau linceul qui permet aux défunts donc de retrouver un corps. Vous voyez également qu'il y a l'allusion à une autre des étoffes qui se trouve ici, l'étoffe Aa, qui est homonyme donc du verbe qui signifie grandir. Cette formule est importante parce qu'elle complète aussi quelque chose que l'on a vu pour les yeux. Vous voyez qu'il y a une insistance sur la couleur blanche et l'éclat de ces étoffes qui font, en fin de compte, qui assimilent le défunt à un être ressuscité en le comparant avec la lune qui croît et qui atteint sa complétude et son éclat maximal à la pleine lune. On voit donc qu'on a ici deux éléments qui sont liés à l'intégrité du corps par son enveloppe et par ce qui est au contact. L'autre groupe d'éléments que l'on a ici, autour du guéridon, correspond lui aussi à un élément de rituel funéraire. Les éléments que vous trouvez ici, le nécessaire à libation, le nécessaire à lustration, plus d'autres choses qui sont du domaine alimentaire, la pâte de bœuf, le quartier et l'oie, s'accompagnent de pièces d'étoffe, d'albâtre et de volaille, qui, vous voyez, n'ont pas été groupés avec les autres éléments des deux autres listes. L'ensemble peut se lire en une énumération de denrées qui sont donc à donner en très grand nombre. Cet apparent désordre aussi peut correspondre au rituel auquel ce groupe est lié. Et on en a une indication, voire presque une confirmation, dans le décor des parois d'une tombe qui se trouve à Giza, que l'on va voir maintenant, qui est une tombe d'un des fils de Khéops,
le fils royal, donc Raef Roufou. Dans l'embrasure donc, de sa porte, vous voyez ici le prince, en compagnie de sa fille, qui reçoit donc un certain nombre d'éléments. Sur l'élément de droite, la légende précise qu'il s'agit d'inspecter l'offrande invocatoire amenée de la maison royale. Et encore une fois, à cette époque, les éléments composant la tombe, le décor et le mobilier funéraire ainsi que les offrandes sortent justement de l'intendance royale. Et vous voyez qu'on retrouve un certain nombre d'éléments qui figurent dans la liste qui est autour du guéridon. Et dans un certain nombre de cas, ces indications donc de pain, de bière, de volaille se retrouvent gravées sur les papyrus que lisent les deux personnages qui sont ici. Il s'agit en fait de réciter dans la chapelle de culte ou de ce qui en tient lieu l'énumération de ces offrandes, l'évocation donc vocale par un processus qui est connu dans la religion égyptienne, suffit à susciter l'existence de ces objets et à le mettre à la disposition du défunt. Donc ici, rituel de l'offrande invocatoire qui va être un élément récurrent du culte funéraire égyptien. À gauche, vous reconnaissez donc un certain nombre de choses, les vases et également vous pouvez voir donc le hiéroglyphe donc du faucon avec les étoffes. Il s'agit ici donc d'inspecter les choses scellées qui viennent également du magasin royal. Donc, rituel lié au corps et aux éléments qui sont à sa disposition, moitié gauche. En face, rituel lié aux opérations de culte funéraire qui doivent avoir lieu dans la chapelle. Avec ces éléments, on passe donc à une autre dimension concernant ce que l'on trouve sur cette stèle, et on va maintenant voir quelques problèmes qui se posent concernant ce monument. De qui Néfertiabet est-elle la fille et quand a-t-elle vécu ? Alors vous avez vu tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de critères artistiques et iconographiques que l'on peut mettre en œuvre. Donc le peu de distance qu'il y a entre la narine et le lait, la qualité du relief relevé et sa faible épaisseur. Ces critères donc, iconographiques ont été mis en parallèle avec l'évolution donc, de ce secteur où se trouvent donc toutes ces tombes, qui a comme plus ancien élément le mastaba donc, que l'on a vu tout à l'heure d'Oupemefret, qui est le 1201 sur le monument. Cette progression donc, du cimetière et sa croissance et la proximité bien évidemment de la pyramide de Khéops a fait penser qu'il s'agissait donc de gens qui étaient apparentés à la famille royale. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte qu'on va évoquer dans les diapositives suivantes. La complexité donc, des souverains, l'arbre généalogique des souverains de la 4e dynastie, qui fait en fait Khéops est-il le père de Néfertiabet ou est-il son frère? Ce qui voudrait dire donc que Néfertiabet serait la fille du père de Khéops, qui est le pharaon Snéfrou, que vous voyez donc en haut de l'arbre et dont la pyramide est à Dachour. Alors c'est une possibilité qui a été examinée parce que quand on regarde un certain nombre de gens de l'entourage royal de Snéfrou et de la famille, il se trouve que le terme de Néfret apparaît très souvent donc, dans le nom de ces personnages. Il s'agit d'une indication, mais pas d'une preuve. Un autre élément donc, vient en ligne de compte. Que veut dire le nom de fille de roi ? Là encore, la comparaison qu'on peut avoir avec des éléments existants, donc vous reconnaissez ici le mastaba, donc le décor donc, du mastaba du fils du roi Rouef Roufou, dont les titres sont ici, montre qu'il est bien un fils du roi. Mais quand vous regardez l'image de l'enfant
qui est sa fille derrière lui, vous voyez qu'elle porte également ce titre de fille de roi. Généalogiquement, elle est la petite fille de Khéops, mais elle n'est pas sa fille. Donc une question de savoir, justement, dans le cas de Néfertiabet, quel est le degré de parenté que l'on doit assigner à ce titre de fille de roi. On a également une autre question qui se pose, et qui, compte tenu de l'implantation de la tombe de Néfertiabet, est en rapport avec la stèle de Pemnéfret que vous avez ici. Est-ce que fille de roi veut dire princesse de sang? Ou, pour parler donc différemment, est-ce que épouser un prince de sang vous donne le titre de fille de roi? On a là aussi, compte tenu de la proximité géographique et de la similitude d'un certain nombre d'éléments du costume, marié un peu vite Néfertiabet avec Upem-Néfret, du fait donc de la similitude d'un élément du vêtement qui fait la célébrité un peu moins d'Upem-Néfret, mais surtout de Néfertiabet, la fameuse robe panthère. Mais panthère est un abus de langage. De quel félin parle-t-on? Le genre panthère est assez vaste et dans ce monde félin, deux éléments sont présents en Afrique dans une distribution qui était plus importante dans l'Antiquité, le guépard et le léopard, deux espèces qui sont connues des Égyptiens mais qui ont pourtant des différences morphologiques au niveau donc, des dessins, au niveau des yeux, mais au niveau de la silhouette également, qui est plus trapu chez le léopard, mais surtout, au niveau de deux éléments qui sont importants pour nous. Le léopard a des griffes rétractiles, ce que le guépard n'a pas, et surtout, les taches du pelage sont différentes. Chez le guépard, ce sont des points complètement remplis, alors que le léopard, ce sont des, comme vous pouvez le voir, des rosettes ou des ocelles, la désignation qu'on leur donne. Et vous voyez bien que dans le cas de Néfertiabet, c'est un pelage de léopard que l'on a voulu évoquer. Alors dans le cas de la mode, bien évidemment, on verrait très souvent cette stèle désignée comme l'ancêtre d'un élément qui, par un curieux effet du hasard, suite aux défilés qui ont eu lieu pas loin d'ici, est particulièrement à la mode cet hiver. Cette robe panthère est considérée soit comme quelque chose de très grande classe ou quelque chose de très vulgaire, voire d'érotique, et pourtant, il s'agit d'un élément fondamental de la mode, avec donc le défilé de Pierre Cardin en 1947, un défilé qui a vu la mode New Look, où figurent donc deux éléments avec un imprimé léopard, donc une robe que vous voyez ici et un fourreau. Cet élément volontairement donc novateur va être réutilisé, bien que cette association soit très ancienne. On trouve les premières traces au XVIIIe siècle, mais c'est surtout après les années 50 que cette mode va prendre son essor, avec un caractère, là aussi, revendicatif de rupture. Vous avez un autre exemple tout à fait iconique, Eartha Kitt, en concert donc à Londres, qui porte ce fourreau en léopard et cette étole à un moment donc, où elle milite activement pour les droits civiques, en rupture aussi avec un certain nombre de conventions, reprenant un exemple plus ancien avec un guépard, celui de Joséphine Baker dans les années 20. Revenons vers l'Égypte. Revenons vers l'Afrique, où le léopard est un signe de prestige associé donc aux chefs et aux guerriers, donc dans un certain nombre de royaumes africains. Pour ce qui concerne la civilisation égyptienne, ce léopard se retrouve donc dans plusieurs contextes. Sous forme donc de produit qui est apporté par les Nubiens, comme vous le voyez ici dans la tombe de Rermiré, sous forme d'un animal vivant, sous forme de peau, et vous voyez également que cette peau de léopard est portée en guise de pagne par les personnages porteurs de tribus.
L'élément avec lequel vous êtes le plus familier, c'est cette peau de félin portée par les officiants, par les prêtres, dont on a un exemple aussi tout à fait exceptionnel conservé au Metropolitan Museum de New York, qui date du 1er siècle de notre ère, qui est un vêtement sacerdotal où vous reconnaissez la tête du félin tout à fait en bas et où le pelage là a été évoqué par des pastilles qui ont été cousues avec sur le tissu qui s'enfile en fin de compte cette fois-ci comme une sorte de poncho. On a donc des utilisations diverses, encore une fois dans un contexte sacerdotal, mais cela donc ne permet pas forcément d'expliquer qu'est-ce qu'il ce vêtement fait ici. Mais on va voir donc dans les éléments suivants que on peut trouver ce vêtement porté par des femmes à l'époque des pyramides de façon un petit peu plus tardive que celle que l'on a ici. Vous avez donc une représentation qui se trouve dans la tombe de la petite fille de Khéops, la reine Méressor III, où vous arrivez à distinguer donc la peau de panthère, la peau de léopard, soyons rigoureux, qui semble être fixée à un autre vêtement qui est lui donc blanc et qui est certainement un vêtement en lin. On a aussi d'autres questionnements qui peuvent surgir. Quand on revoit donc l'image de la princesse en comparaison avec d'autres monuments, ce qu'on va également voir maintenant, notamment donc avec l'autre vêtement constellé de taches de peau de léopard, qui est celle d'Oupem-Néfret. La présence donc de ce vêtement léopard fait poser une question. S'agit-il bien d'une robe? Puisque on a ici une robe qui serait portée par un personnage masculin, ce qui serait donc quelque chose de tout à fait particulier. Alors on a là encore des indications qui peuvent être données par une représentation que l'on va voir maintenant. Encore une fois, cette tombe tout à fait exceptionnelle du fils royal, Raef Roufou. Vous voyez qu'on lui apporte un certain nombre de choses, dont les coffres avec les tissus, mais ce qui va nous retenir notre attention, c'est ce qui figure au registre inférieur, où vous voyez ces personnages donc amener des pièces de tissu de grande dimension qui sont tendues, donc il faut être deux pour cela, avec une énumération qui est ordonnée, et vous remarquerez que la première d'entre elles comporte, à l'avant-dernier signe, une tête qui est une tête de félin. Le nom qui est indiqué ici, Ab-Shemaou ou Yab-Shemaou, est précisément le nom du léopard dans la langue égyptienne. Donc, a-t-on ici un tissu qui est fait à partir de dépouilles de léopard, ou les Égyptiens seraient-ils l'inventeur très précoce de l'imprimé léopard? Vous voyez en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une robe. Et là encore, on a un élément de comparaison tout à fait intéressant que l'on peut voir, et les moyens donc, de l'œuvre en scène vont vous montrer comment, encore une fois, le regard peut être renouvelé. Vous avez ici donc une stèle qui provient toujours donc, de la zone donc, des mastabas comportant des stèles d'Al, la stèle de Néfer, qui est elle aussi conservée au musée de Berkeley, qui présente, vous le voyez, une composition tout à fait analogue, en dépit de quelques petites différences, une liste de tissus en plus, où il y a donc justement une étoffe en plus qui peut en effet expliquer l'omission. Mais vous voyez que ce qui est particulièrement intéressant, c'est le costume donc du personnage. Si on le regarde d'un petit peu plus près, vous voyez que Néfer, elle, porte
une robe à bretelles que l'on connaît bien pour l'Ancien Empire et pour l'âge des pyramides, et que de cette robe à bretelles dépasse la poitrine. On voit très nettement donc un sein avec la pointe du sein. Maintenant, si on regarde Néfertari de beaucoup plus près, vous voyez qu'on retrouve l'indication de la sculpture de cette bretelle au niveau de l'épaule qui est très clairement visible. De même, bien qu'on ne le voit pas quand on regarde les choses de près, le sein, lui aussi, a été gravé. On devine donc la silhouette du sein et du mamelon, mais en revanche, ce que vous pouvez voir donc sur la stèle de Néfer, la deuxième bretelle de la robe qui se trouve à proximité de la perruque, n'a pas été gravée. On a donc eu ici une interruption de l'iconographie de départ et on a donc eu l'ajout de cet élément, donc qui serait en fait une sorte de châle ou de manteau enveloppant en peau de léopard ou utilisant un assemblage de peau de léopard sur un tissu, ce qui peut fournir une explication satisfaisante à une question que l'on se posait, qui est la présence de ce trait oblique rouge que vous voyez, donc, qui part de l'épaule et qui se finit à l'extrémité des doigts, et qui a également la représentation donc, de ce nœud qui attache cette étoffe à l'épaule, qui constitue en fait le stade préparatoire. Vous voyez aussi que très habilement, la pointe du sein a été habilement masquée par une ocelle qui le fait disparaître et qui le rend extrêmement difficile à percevoir à l'œil nu. Et c'est une des qualités de l'œuvre en scène de pouvoir mettre en œuvre ce genre de détails. Mais encore une fois, pourquoi le léopard et à quoi cela peut-il faire allusion ? Encore une fois, des éléments donc, contemporains de la quatrième dynastie peuvent aider à émettre un certain nombre d'hypothèses, notamment ce sarcophage qui est conservé au musée du Caire, qui date de la quatrième dynastie, où vous voyez que le dessus du couvercle est orné de la dépouille d'un félin qui est un léopard, les griffes n'étant pas indiquées. Généralement, donc, le couvercle est assimilé à la voûte céleste et à la déesse du ciel. Et il se trouve qu'au Nouvel Empire, on a également des éléments un peu particuliers que vous voyez ici sur une œuvre très célèbre du musée du Louvre, donc le groupe représentant le dieu Amon, présentant Toutankhamon, où le roi Toutankhamon est vêtu de cette peau de léopard, dont vous voyez la tête, mais vous remarquerez qu'à la place d'ocelles, il y a donc des étoiles qui sont enfermées dans des cercles. Il y a également donc dans le mobilier funéraire, et vous avez peut-être eu la chance de voir cette statue lors de son passage à Paris, un certain nombre de statues qui existent donc antérieurement au règne de Toutankhamon, qui montrent le roi, en général représenté avec une peau dorée, marchant donc et transporté par un félin qui est ici un léopard. Le léopard se trouve donc assimilé au ciel nocturne avec donc ces milliers d'étoiles qui convoient un personnage lumineux dans sa marche éternelle et assimilé au soleil. C'est à un autre personnage lumineux que je tiens aussi à associer cette stèle, une amie très chère, une collègue qui a présenté cet objet dans le département égyptien à des générations d'élèves de l'école du Louvre et également à des générations de conférenciers, et également à de multitudes de groupes, qui a été aussi la présidente d'Archéonil, qui a permis justement de faire connaître les résultats des fouilles d'Élouan, et qui marche également donc en gardant ce côté éclatant
vers sa destinée. Le mot de la fin, puisqu'il faut terminer, avec cet objet exceptionnel, iconique à plus d'un titre, eh bien, que peut-on en dire ? Vous voyez qu'on peut remettre toujours le métier sur l'ouvrage, découvrir des choses particulières. Le mot de la fin, je le laisserai à M. Christian Dior. L'imprimé léopard convient aux femmes sophistiquées. Si vous ne l'êtes pas, ne le portez pas. Vous avez ici la plus formidable et la plus exceptionnelle démonstration de la justesse de ce propos. Je vous remercie.